Et puis donc on arrive presque à l'époque actuelle maintenant. Hein, on est presque au bout, enfin au bout, on n'est pas au bout du chemin, mon Dieu, non, non, j'ai pas l'intention d'être morte demain, mais c'est le bonheur des morts. Alors, il y a quelque chose qui est arrivé dans le bonheur des morts. Il y a deux choses qui sont arrivées, non seulement que ma vie personnelle était entrée comme question dans la philosophie. J'essayais de me dépatouiller, de voir comment est-ce qu'on fait d'une expérience personnelle en plus dont je ne parle pas, je veux dire, puisque à part mon oncle Georges, il n'y a rien qui peut signifier éventuellement la façon de dédicacer le livre. Euh, mais il y a ça, mais il y a surtout eu quelque chose que c'est... en fait, tout ce que je vous ai raconté, ces livres écrits en 3 semaines, en un mois, comme ça, sur un coup de tête, ces abécédaires qui sortent d'un jeu, d'une nuit de rêve, mais qui s'écrivent comme ça. On prend la voiture, on fonce en trombe dans une petite maison des Pyrénées pour écrire pendant 3 semaines. On écrit le Cratero parce qu'on a raconté un bobard et qu'on est bien obligé de rendre ce bobard vrai parce que tout le monde est une menteuse devant l'éternité. Bref, mais tous ces livres qui ont été écrits si vite et dont je ne renie pas le fait qu'ils aient été écrits vite, mais ils aient été écrits vite parce qu'ils étaient aussi, donc je ne tiens pas à m'accuser, ils ont été écrits vite parce qu'ils étaient bien préparés, parce que je fais des cahiers, que j'écris dans des grands cahiers, que je remplis, je prends note de tout, de tout ce que je lis d'intéressant, que chaque livre où il y a une citation qui me passionne, je la recopie, je la traduis immédiatement, je note bien la page et tout. Et donc ce sont des enquêtes qui sont hyper bien préparées et quand j'arrive au moment d'écrire, les dés sont pratiquement jetés pour le début. Bien sûr, il y a plein de surprises qui vont m'arriver. Si ce n'était pas le cas, ce serait vraiment mortel d'écrire. Mais le début, et c'est le début qui est difficile à faire parce qu'on a une telle responsabilité, aussi bien que la manière de démarrer va terriblement impacter, puisque moi, j'ai jamais eu le sentiment vraiment d'être pleinement en maîtrise, en possession de mes moyens. Oui, c'est ça, je ne suis pas pleinement en possession de mes moyens quand j'écris. C'est ce que j'écris qui va me faire écrire la suite. Donc, un mauvais démarrage, et c'est mauvais. Un mauvais tournant, et on se retrouve dans le fossé, enfin, si c'est pour prendre des métaphores automobiles. Mais j'écrivais quand même vite, malgré tout, parce qu'une fois que c'était prêt, il n'y avait plus qu'à se laisser surprendre. Voilà, commencer à écrire, puis se laisser surprendre, essayer de ne pas en rester stupéfié, accepter la surprise et voir qu'est-ce qu'on va en faire. Et comme c'est très enthousiasmant, ben, ça s'écrit, et ça s'écrit vite. Et puis le bonheur des morts, c'est pas ça. C'est assez étonnant, c'est pas ça du tout. Bien sûr qu'il y a des effets de surprise, ça, ils sont toujours là. Le jour où il n'y aura plus, il faut arrêter pour moi, il faut arrêter d'écrire. Le jour où mon écriture ne me produit pas, ne m'amène pas ailleurs que là où je pensais aller, ça vaudra probablement plus la peine, quoi. Mais là où c'est différent, c'est que c'est un livre qui n'a pas du tout été écrit vite. Pourquoi? Parce que j'ai dû apprendre à écrire. Je vais dire, je savais bien raconter, ça je savais vraiment bien faire, je savais que c'était dans mes capacités et que je le faisais raisonnablement bien, ou en tout cas assez bien pour que ce soit lu. Mais écrire, je ne savais pas faire. Ça n'a rien à voir, écrire à raconter. C'est deux mondes. Et pourquoi j'ai dû apprendre à écrire et pas à raconter? D'abord parce que j'avais plus à raconter à ce moment-là, puisque les gens m'avaient raconté que je reprenais leurs mots. Donc moi, à raconter, je devais simplement être attentive à bien recopier les mots que les gens m'avaient dit dans leurs histoires. Et c'était important parce que dans ce livre, je remarquais que les gens faisaient tellement attention à la syntaxe, à la sémantique, aux métaphores, au comme si, à la manière de construire la narration, qu'il y avait une telle attention au récit, quel qu'il soit, quels que soient les gens, quel que soit leur niveau d'éducation ou de littératie, c'était des récits extrêmement bien construits. Donc, je devais simplement être attentive à bien préserver la construction et à bien, et donc parfois même à arrêter les gens en disant arrête-toi, il faut que je note parce que la manière dont tu racontes, c'est trop remarquable. Je ne peux pas trahir en disant, en paraphrasant ultérieurement de mémoire. Bien. Alors donc, ne pas apprendre à raconter dans ce cas-ci, mais apprendre à écrire. Alors pourquoi? Mais parce que c'était un livre où il y avait une telle finesse
ontologique, un tel tact ontologique. Voilà, c'est à ce moment-là que j'ai retrouvé le terme tact ontologique. Chez les personnes qui me racontaient des histoires dans la plus grande perplexité et cultivant le doute avec un soin remarquable, que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas écrire n'importe comment, que c'était pas simplement jeter des mots qui racontaient une histoire, qui faisaient des liens, qui faisaient des fils, qu'il fallait impérativement que je soigne chacun des mots, que je soigne très fort ma sémantique, et que j'apprenne à écrire ce que Bruno Latour a appelé à la voix moyenne. C'est-à-dire que j'apprenne à retrouver la voix moyenne. Alors, en 2 mots pour la voix moyenne, c'est Bruno Latour qui explique ça et c'est très très beau, c'est magnifique. La voix moyenne, c'était donc une structure grammaticale qu'utilisaient les anciens grecs et où il y avait d'autres possibilités que celles que nous avons, qui est celle d'être simplement entre la voix passive et la voix active. Donc nous avons la voix active, je me gratte, et je ne devrais pas. Et vous avez la voix passive, mon cou est gratté, et il ne devrait pas, parce que ça fait du bruit dans le micro. Eh bien, la voix moyenne, qu'est-ce que ce serait? C'est un chatouillement me fait gratter, ou une présence m'interpelle, ou quelque chose me mobilise, ou je suis convoquée par quelque chose de plus grand que moi. Et Bruno Latour prend l'exemple, je trouve que ça vaut la peine parce que ce n'est pas toujours très clair en quoi est-ce que c'est de la voix moyenne. La voix moyenne, c'est le faire-faire. C'est quand des entités ne sont plus pleinement actives ni pleinement passives, il y a du faire-faire. Et il prend l'exemple d'une petite vignette de la petite Mafalda qui se retrouve face à son père. On voit la petite vignette, le père qui est en train de fumer de cigarette, il y a de la fumée partout. Et la petite Mafalda qui dit à son père, tu fumes papa? Et le père un peu interloqué, ben oui, je fume Mafalda, qu'est-ce que tu crois? Et la petite Mafalda répond, fumer, je croyais que c'était la cigarette qui te fumait. Et on voit à la 3e vignette le père déchirer son paquet de cigarettes en disant bon, la cigarette me fume, j'ai perdu toute forme d'autonomie. Enfin bon, on imagine tout ce que le père. Et Bruno Latour dit ben voilà, mais c'est là où on est peut-être un peu mal pris. C'est là où avoir le choix entre la voix passive et la voix active ne nous permet pas de rendre compte d'une situation. Bien sûr que la cigarette ne fume pas le père. Mais on ne peut pas dire non plus que le père, pleinement autonome, en pleine possession de toute sa volonté, fume délibérément des cigarettes. S'il y a bien quelque chose, et la cigarette est un très bel exemple, c'est que les entreprises ne mettraient pas autant de produits addictifs et additifs dedans, autant de choses qui vous accrochent complètement, si ce n'est parce qu'elles se fondent sur le fait que les cigarettes vous font fumer et que chaque cigarette vous fera fumer la suivante. Alors là, ça devient intéressant. Parce que ça veut dire que la cigarette ne fume pas, que nous ne fumons pas, que ce que nous avons tellement rêvé, fantasmé, etc., de notre pleine capacité de maîtrise de soi, d'autonomie et tout, ben en fait, les choses nous font faire des choses. Et que donc, c'est qu'on peut apprendre, pour peut-être bien décrire certaines choses, c'est de trouver la voie moyenne. Et le livre Au bonheur des morts, il fallait absolument que je trouve un mode de voie moyenne pour tout. Que si, par exemple, quelqu'un me raconte « j'ai rêvé de ma mère, elle était dans mon rêve et elle me disait que… etc. » Je savais que la personne était à la voie moyenne. Ma mère est venue dans mon rêve, ça veut dire mon rêve a appelé ma mère. Elle me disait que ma mère m'interpelle, ça veut dire je suis interpellée par ma mère me fait faire des choses, etc. Et toutes les histoires que j'entendais. Alors comment moi, j'allais moi-même, quand je liais ces histoires, quand je leur donnais une suite, parce que j'essaye de ne pas faire d'interprétation, d'analyse, comment j'allais le faire de telle sorte à moi-même parler à la voix moyenne. Et donc ça demandait un soin à l'écriture qui me ralentissait très fort. Ça me demandait de reprendre les phrases, de dire tiens, mais là, je donne trop de puissance aux morts, on va croire que j'adhère pleinement à la théorie de la vie dans l'au-delà, alors que personne, dans les histoires qu'on me racontait, ne me disait bien sûr la vie dans l'au-delà elle existe, d'ailleurs mon mort il est là tout le temps. Non, c'est pas vrai. Personne ne disait ce genre de choses. Les gens étaient tout le temps dans le doute en disant peut-être que je l'ai rêvé, mais peut-être que j'étais réveillée, et peut-être que même si je l'ai rêvé, peut-être qu'elle avait un message à me faire, et peut-être que c'est moi qui ai besoin de ça pour le moment parce que je suis un peu déprimée. C'était extraordinaire, quoi. C'est comme s'il était là, c'est comme s'il avait voulu me faire un cadeau, c'est comme s'il avait voulu me faire un message. Les gens ne sont pas, ils sont tout le temps dans un doute et dans un doute extraordinairement intéressant, qui est fécond et qui les oblige à penser et à reprendre les hypothèses. Et c'est des histoires qui sont sans fin, parce qu'elles sont toujours sujettes à reprise. Alors,
il me fallait écrire la voix moyenne, et donc j'ai essayé. Je ne suis pas sûre d'avoir pleinement réussi partout. Il y a certainement des moments où je me laisse, mais c'est vraiment marcher sur la crête. Et donc se laisser faire par l'écriture. Et je pense que d'ailleurs, ce que je vous racontais tout à l'heure du protocole d'enquête, où je dis, bon, maintenant je vais obéir à tout ce qu'on me demande, c'était une façon, sans que je le sache, de m'inscrire déjà dans une forme de syntaxe. Voilà ce qu'on me fait lire. Voilà ce que ce personnage me fait comprendre, etc. Et donc je m'inscrivais au maximum, au possible, dans la mesure de mes possibilités, dans la voie moyenne. Et puis donc ça va, j'ai appris à écrire et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, c'est peut-être quelque chose que je ne devrais pas oublier. Que écrire, raconter, c'est pas la même affaire, c'est pas le même métier, c'est pas la même pratique. Et que ça devient intéressant de commencer à essayer d'écrire parce que si on a besoin de nouveaux récits, il faut les soigner. Et il faut soigner ces récits, ne fût-ce que parce qu'il... Alors, ce que j'avais déjà fait auparavant, ce que moi j'essayais de faire dans toutes les histoires que je racontais, c'était d'essayer de... Vous savez ce qu'on appelle l'agentivité, qu'on peut traduire par agence. Moi, je préfère encore la traduction de Bruno Latour, qui est puissance d'agir. J'essayais dans tous les récits de montrer à quel point les animaux, dans les histoires avec leurs scientifiques, avaient une puissance d'agir. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas un pur produit passif des savoirs qu'on fait à leur sujet. Et donc j'essayais tous les moyens possibles et imaginables dans la façon de raconter, de camper les animaux comme des vrais acteurs dans l'histoire. Comment est-ce qu'ils participent, pour savoir qu'on a à propos d'eux, comment est-ce qu'ils y réagissent, comment est-ce qu'ils répondent à la présence du chercheur et des choses comme ça. Et puis je me suis dit, bon, mais j'ai réussi à le faire dans les narrations en essayant de décrire le plus largement possible la perspective des animaux, ce qu'eux font, mais peut-être que ça pourrait se soigner aussi dans le récit au niveau grammatical et au niveau sémantique. Bref. Et donc je trouvais que c'était plaisant. Ça ralentit l'écriture, mais c'est intéressant. Pas mais, c'est intéressant. Et c'est intéressant. Et donc, je me retrouve donc que j'ai terminé Mon bonheur des morts et je me dis, d'abord, il y a d'abord une proposition de Patrick Bouchain pour la réouverture d'un parc animalier qui est le parc de Bran-Ferré, qui est un très joli parc, qui après des travaux donc, décide de réouvrir au public, et ça correspond aux 50 ans de la Fondation de France. Et Patrick Bouchain, qui s'occupait du réaménagement de ce parc, et c'est un parc où les animaux sont en liberté, mais ça demande quelques aménagements évidemment, qu'il n'y ait pas trop de carnivores dans cette affaire-là, etc. Et où par contre, où les piétons, les humains, sont tenus à marcher dans les chemins. Donc c'est intéressant, c'est les humains qui sont tenus, les animaux, ils ont le droit d'aller presque bon sang. Bon, les rhinocéros sont quand même dans leur plaine, mais voilà, ils ont de l'espace et ça se passe assez bien pour eux. Et Patrick Bouchain m'avait dit, on va faire des tas d'événements pour la réouverture de ce parc. Et j'ai imaginé, dit-il, que tu ferais une conférence pour des enfants, on va réunir 300 enfants sous un chapiteau, et tu vas leur faire une conférence. Donc j'ai commencé par dire non, pas question, je ne connais pas les enfants, c'est pas possible. Et puis bon, il m'a convaincu, comme d'habitude, Patrick Bouchain arrive à convaincre. Et en me disant que j'avais été une enfant, donc que je devais quand même garder un souvenir de ça. Faux, que j'avais eu des enfants, ça ne change pas grand-chose, enfin bref. Donc j'ai laissé tomber l'idée que je ne connaissais pas les enfants et je me suis dit, bon, mais je vais connaître les enfants, je vais essayer d'aller parler à des enfants pour voir comment ça fonctionne, ces petites choses-là. Et je vais lire surtout de la littérature enfantine. Et donc je me suis dit, puisque c'est quelqu'un qui s'occupe d'architecture, qui me fait une commande, puisqu'il s'agit d'un parc d'animaux, il était évident que ça devait être à propos des animaux, je vais étudier et proposer aux enfants de partager qu'est-ce que ça veut dire l'architecture animale. Alors, j'ai commencé à étudier l'orientation des termitières, la construction des abeilles, les potières, quel type de vibration elles envoient pour que tout tienne ensemble. Enfin bref, je ne me suis pas vraiment passionnée. Je me suis dit, ça ne passera pas auprès des enfants. Je ne suis pas assez bonne pour faire passer des trucs techniques que je maîtrise mal. C'est une question plus vaste qu'il faut. Et donc, puisque c'est dans l'architecture animale que j'ai décidé de chercher, je vais poser la question beaucoup plus simple techniquement, c'est quoi être chez soi pour un animal. Et donc j'ai fait cette conférence, le chez soi des animaux, et on a publié un petit livre chez Actes Sud à l'occasion de cette conférence. Et puis Stéphane Durand est venu me trouver, qui est directeur de la collection Monde Sauvage chez Actes Sud, et me dit, oh c'est dommage, les enfants c'est bien, c'est gai comme livre, le chez soi c'est quand même d'actualité, les questions d'hospitalité, des territoires, etc. Est-ce que tu ne nous ferais pas une version pour grandes personnes ?
Alors depuis, moi, non, 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 ça ne m'intéresse pas trop, etc. Si, 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 réfléchis un peu. Puis je réfléchis, je me dis, il n'a pas tort. C'est pas le chez-soi qu'il faut interroger. Pour les grandes personnes, c'est la question du territoire. C'est une question tellement cruciale. Qu'est-ce que ça veut dire territoire? Et comme je vous l'avais dit, hein, c'est quand je termine des projets un peu lourds, la Villette, euh, la thèse, et ici le Bonheur des morts, qui était quand même un livre qui avait duré des années, qui avait été, je trouve, émotionnellement assez fatigant. Qui vous fait vivre quand même dans un monde un peu particulier, qui est le monde des morts, le monde des signes, même s'il y a beaucoup de vitalité hein, dans tout ce que je raconte, enfin, ce que je raconte parce qu'on me l'a raconté. Hein. Quand je dis raconte maintenant, c'est parce que je fais le relais de récits. Euh, J'avais envie de faire quelque chose qui soit de nouveau, avant de me lancer de nouveau dans un long et grand projet qui me prendrait quelques années, je me suis dit, je ferais bien de nouveau un petit truc, quoi. Puis ce petit truc, en fait, il a pris beaucoup plus de place que ce que je pensais. Et donc, je me suis dit, bon, je vais répondre à Stéphane Durand, allez, allons-y pour la question du territoire. Et là, c'était assez impressionnant, c'est que j'ai commencé par lire des trucs qui n'étaient pas sympas du tout, du style l'homme est territorial, c'est son instinct, et donc en fait une espèce de justification par le droit naturel de la propriété privée, le truc puant de chez puant. Et je me suis dit, oh bon Dieu, mais ce n'était pas les ornithologues qui écrivaient ça, c'était des gens qui font de la vulgarisation. Ok, oui, c'est ça. Ou bien même Michel Serres, pourtant qui est un philosophe que j'aimais beaucoup, qui était dans le malpropre aussi l'idée, le territoire, c'est la propriété privée, c'est de l'appropriation, etc. Et je me disais, est-ce que les animaux seraient vraiment des petits bourgeois aussi abominables? Et j'étais vraiment intriguée, d'autant plus que j'avais quand même, on apprend, quand on s'intéresse un peu à l'histoire des commons, des commonings, auxquels je me suis beaucoup intéressée. Quand on suit les cours de Philippe Descola sur les territoires, les cours au Collège de France, en fait, je ne les ai pas suivis en direct, mais je les ai écoutés sur Internet, et qu'on se rend compte que cette conception du territoire comme propriété, et toute cette conception de la propriété comme propriété privée, comme une espèce de droit qui fonde le contrat social, et, bon, etc., on se rend compte que c'est quand même très récent, c'est le XVIIe siècle tout ça. Et je me dis, est-ce que les oiseaux donc viendraient probablement cautionner le changement philosophique et juridique du XVIIe siècle? C'est toujours un peu surprenant. Ils ont attendu, ils ont anticipé des changements juridiques dès l'aube des temps. Ça, c'est génial. Et puis je découvre de fait que les oiseaux, la question du mot territoire comme propriété privée apparaît chez les oiseaux au XVIIe. Pas avant. Alors je me dis, oh là là, c'est embêtant, ça, c'est embêtant. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que je vais m'embêter à devoir faire un livre critique. Et j'ai pas envie de faire un livre critique. Moi, j'ai envie d'être pour, pas d'être dans le démontage et la déconstruction. Et puis, je vais lire les premiers ornithologues. Et c'est tout à fait autre chose. Bon, le 17e, c'est le 17e. C'était pas des ornithologues, c'était des gens qui travaillaient pour des oiselleries, qui voulaient simplement, qui attrapaient des oiseaux pour les revendre dans le commerce. Et donc, c'est pas. Tandis que les ornithologues, d'entrée de jeu, on est au XXe siècle, ont une conception extrêmement fine, juste et réflexive de ce que peut être un territoire en disant on n'est pas chez les humains, on n'est pas dans des questions de propriété, on est obligé d'utiliser le même vocabulaire, mais nous devons être prudents. Et ce n'est pas une peur de l'anthropomorphisme. Les ornithologues n'ont pas très peur de l'anthropomorphisme. Les primatologues, oui, les gens qui s'occupent de mammifères, oui, parce que là, on est dans le même, on joue dans la même cour, quoi. Donc, les oiseaux, c'est pas vraiment leur terreur ni leur crainte, c'est plutôt le fait d'abusivement commencer à dire, à faire des oiseaux des petits propriétaires, etc. C'est d'autres problèmes. Et puis j'ai commencé donc à lire les ornithologues et à être de plus en plus passionnée. Je pensais que ça allait être un sujet comme ça, et pas du tout. C'est un super beau sujet où je me sentais très heureuse de découvrir que les oiseaux avaient des multiples manières de s'organiser, que les ornithologues avaient de multiples manières de penser l'organisation des oiseaux et qu'ils considéraient que les hypothèses ne devaient pas, et ça c'est quelque chose où je me retrouvais enfin à la maison, où ils considèrent qu'une hypothèse ne doit pas nécessairement remplacer une autre ou soustraire une autre, ne demande pas à prendre toute la place, mais qu'elles peuvent coexister parce qu'ils savent qu'ils ont affaire non seulement à des espèces différentes, mais parfois à des groupes et des communautés différentes. Et donc une pratique scientifique, comme James l'aurait souhaité, c'est-à-dire une pratique qui émet ses hypothèses par addition et qui enrichit ce qu'on sait, qui enrichit la manière dont les oiseaux peuvent être flexibles, intelligents et tout. Et puis j'ai découvert que les chercheurs parlaient souvent à la voix moyenne.
et qu'ils étaient extraordinairement... parce que la question du territoire est une question qu'il faut poser à la voie moyenne, et c'est là que j'ai découvert que si vous voulez éviter des questions de rentrer soit dans des questions de propriété privée, des considérations frontières, lieux à protéger, etc., contre toute intrusion et compagnie, vous devez faire attention au vocabulaire. Donc si vous dites propriétaire, vous êtes déjà cuit. Si vous dites résident, de la part d'un oiseau qui défend un territoire, ça va. C'est un résident. Il est là, il défend le lieu où il habite, c'est un résident. Comme nous pouvons être des résidents dans nos demeures. Donc, ça veut dire qu'ils apprennent à habiter des milieux. Donc ils font attention à la sémantique, pas tous, hein, pas tous, mais ceux qui ne font pas attention se le font reprocher par les autres qui disent attention, vous savez, ça induit certains types d'attention ce que vous faites là. Donc il y a une intelligence aussi chez les ornithologues. Donc c'est très gai parce que moi mon travail il est bien minime. Hein. Je n'ai plus qu'à les lire et à les suivre et parfois les pousser un peu plus loin que ce que là où ils voudraient aller. Quoi. Leur parler du courage des oiseaux, de la joie de vivre et des choses comme ça. Où qu'on n'oserait pas l'espoir là, mais bon. Mais ça, moi, je peux le faire comme philosophe. Et parce que d'autres philosophes l'ont fait. Il y a Souriau, il y a Deleuze avant moi, bref. Et puis, je découvre qu'ils parlent à la voix moyenne non seulement donc qu'ils ont des sémantiques extrêmement riches et attentives, mais qu'ils parlent à la voix moyenne et que, par exemple, à un moment donné, on se rend compte que de la manière dont ils décrivent le rapport de l'oiseau à son territoire, on ne peut pas savoir si c'est l'oiseau qui possède son territoire ou si l'oiseau est possédé par son territoire. Et on se rend compte que parce qu'on ne peut pas choisir entre les deux, et qu'ils ne le disent pas comme ça, mais c'est de ça qui sort, qu'en fait ils ont réussi à instaurer pour la vie des oiseaux sur leur territoire une extraordinaire façon remarquable de parler, voire de chanter à la voix moyenne. Et que les oiseaux font faire des choses aux ornithologues, et le territoire fait faire des choses à l'oiseau, et l'oiseau fait faire des choses à son territoire. Et qu'on est comme ça dans un moment absolument magique où la question des acteurs devient complètement extrêmement bien distribuée. Et puis on découvre au fur et à mesure qu'on avance dans ces théories, dans ces hypothèses, dans les recherches, que la question du territoire va devenir une question de plus en plus compliquée, de plus en plus intéressante, parce qu'elle va se diversifier, mais aussi parce que certains chercheurs vont rompre avec certaines des idées qui accompagnaient un peu trop la naissance de la conception du territoire, qui sont les idées que le territoire est une affaire d'agressivité et de compétition. Et certains chercheurs vont abandonner l'idée qu'il y a des affaires agressives dans le territoire. Ils vont dire que ce n'est pas si simple que ça. Il y a des problèmes de rivalité, mais il n'y a pas nécessairement l'agression. Et il n'y a pas uniquement des problèmes de conquête de territoire. Ce n'est pas le bon vocabulaire. C'est plutôt une façon de partager l'espace et de mettre des distances. Et une fois qu'ils vont commencer à abandonner les idées de compétition, de les relativiser et d'agressivité, ils vont commencer à observer d'autres choses. Ils vont commencer à observer que les oiseaux, par exemple, ils ont envie d'être les uns près des autres. Qu'autrement, on ne mettrait pas tous les territoires serrés les uns contre les autres en multipliant les disputes aux frontières de ce fait-là. Donc, quand même, il doit y avoir... On part sans avis, hein, que si ça a l'air idiot, il y a certainement une très bonne raison. Et puis, on va partir aussi sur l'idée que c'est assez bizarre, mais il y a des oiseaux qui ont l'air de chercher les clashs aux frontières. Puis on va remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de blessés dans ces clashs quand même, hein, c'est rare. Puis les territoires, en fait, ils ne changent jamais de main. Vous pouvez être aussi agressif que vous le voulez. En fait, vous vous ferez toujours exclure. Ça ne marche pas. Ça ne sert à rien. Donc ça a certainement un autre motif. Et certains vont imaginer, donc Fraser Darling et James Fisher, peut-être que le territoire, c'est une façon de s'organiser pour pouvoir rester ensemble alors qu'on a besoin d'être séparés. Et que les frontières, ce n'est pas du tout des lieux de fermeture, c'est des lieux de rencontre. Et des lieux de clash, de rencontre, de rivalité, d'esbrouf et de spectacle. Et peut-être bien que ce qui intéresse les oiseaux, je terminerai là-dessus, c'est le spectacle. Et que le territoire serait avant tout matière à spectacularisation. Et Souriau disait, finalement le vainqueur, ce n'est pas le plus fort, c'est le meilleur acteur. Voilà, j'arrête ici.